On va d'abord parler du difficile travail des policiers pour contrôler évidemment tous ceux qui ont envie de sortir et qui sortent depuis quelques jours. En plus, le beau temps est de la partie. On va voir peut-être quelques images l'esplanade des Invalides. Hier, il y avait énormément de monde. La police a dû évacuer les lieux. On est en ligne avec Yves Lefebvre du syndicat de police SGP Police Info. Bonjour Yves. C'est pas facile, j'imagine, pour les policiers de faire évacuer ces places, ces endroits où il y a un peu de verdure parce que les gens ont juste envie de respirer un peu. Oui, ça se comprend. Ça se comprend qu'ils veuillent pouvoir respirer un peu, mais on le fait avec beaucoup de discernement, beaucoup de, je dirais, d'intelligence. Et bien évidemment, sauf quand on est confronté à des cas d'ivresse publique et manifeste ou des rassemblements maintenant interdits sur le bord du canal Saint-Martin ou sur les rives sur Berge de Paris, on fait preuve de discernement et dès lors qu'on ne dépasse pas les 10 et 10 personnes rassemblées au même endroit, avec la distanciation sanitaire qu'il faut respecter, on voit en direct des images sont assez, je dirais, assez bon enfant. Et c'est une bonne chose parce que c'est bien, il y a bien longtemps que moi j'appelais de tous mes voeux à que les policiers puissent faire preuve de discernement et ne soient pas dans une doctrine répressive dictée par le gouvernement. Alors, on voit quelques policiers qui ont le masque, Yves. Tous ne l'ont pas. Il n'y a toujours pas de doctrine claire de votre côté? Si, ça s'est un peu amélioré. Il a fallu attendre le déconfinement pour que ça puisse s'améliorer, tout simplement. Parce que jusqu'au 11 mai au matin, Christophe Castaner n'acceptait toujours pas qu'on puisse porter le masque avec discernement, et je dirais à la juste appréciation de l'agent. Depuis le 11, maintenant qu'on est amené à devoir verbaliser des gens qui n'auraient pas le masque, notamment dans les transports urbains, ben là maintenant il est bien obligé de nous autoriser à le mettre. Je crois qu'il y a le commissariat de Lille où il y a eu beaucoup de dépistage puisque 3 agents ont été testés positifs, c'est ça? Il y a eu plus de 1000 tests qui vont être lancés? On a plus de 3 agents, hein, sauf erreur de ma part, on est plus près des 10 positifs, alors on se parle que des 3. Oui, effectivement, tous les agents vont être dépistés. Il y a Lille, il y a Arras aussi, donc pas très loin, mais là dans le Pas-de-Calais, où effectivement il y a eu manifestement au départ une mauvaise appréhension de la situation par l'ARS en ce qui concerne Arras. Il y a eu un signalement de fait depuis le 12 mai et il a fallu attendre un deuxième cas de contamination au Covid-19 dans la même équipe, dans la même brigade, donc dans une brigade d'une vingtaine d'agents, pour que l'ARS puisse enfin se réveiller en la matière. Donc et à Lille, mais on détecte tout le monde. On passe du rien au tout. Vous savez, nous on demandait le dépistage depuis longtemps, mais là aussi pour des personnes potentiellement à risque, et là on dépiste tout le monde. Donc voilà, on est dans le fil conducteur depuis le départ, que ce soit pour la police ou pour le reste de la population, malheureusement. Il y a d'autres commissariats. Il y a une espèce de test à grande échelle qui va être lancé ou pas du tout? Ce sera toujours au cas par cas en fait? Non, non, ça sera au cas par cas. Hein. C'est simplement voilà, la règle dictée par le ministre de la Santé, hein, dépister, ensuite isoler et identifier, dépister, enfin dans l'ordre qu'on veut. Mais là, en l'occurrence, on n'a pas cherché à connaître des cas contacts. On a tout dépisté tout le monde. Mais c'est aussi lié, si vous voulez, à un problème, c'est que on s'est retrouvé le 11 mai au matin, notamment tout près de Lille, hein, sur la direction départementale de la sécurité publique du Nord, avec sur la ville de Roubaix, le double de patrouille de ce qu'on a d'habitude. Vous voyez, on est passé d'un système dégradé où on protégeait les policiers. Le 11, on a dit, bah, allez, tout le monde dehors, tout le monde sur la voie publique. Et le patron du SAMU Lille s'est agacé, a même été choqué de voir que dans certaines patrouilles, certains véhicules de patrouille, bah, il y avait 3-4 policiers qui n'avaient pas le masque. Parce que là encore, les consignes sont pas claires. Et il y a aussi, je dirais, un stock à gérer. Donc ça manque de discernement, tout ça, ça manque d'ordre clair depuis le départ. Mais vous savez, moi je me complais à dire que là on fait preuve de discernement, mais on a sur les contrôles, notamment sur les rassemblements en extérieur, mais pour la barrière des 100 km, on n'a pas de doctrine non plus, on n'a pas de règles. On fait ça au doigt mouillé ou on embauche des pigeons pour connaître la distance à vol d'oiseau. C'est impossible, c'est ça. On ne peut pas savoir qui fait 100 km ou pas. C'est impossible. Non, voilà, non, mais là encore, voilà, on va pas contrôler tous les automobilistes. Vous savez, les plaques d'immatriculation aujourd'hui n'ont plus aucun sens. Donc c'est là encore, mais c'est encore faire preuve de discernement. Et je crois l'avoir dit sur votre plateau déjà, qu'on ne retombe pas dans des situations lamentables, intolérables, comme celle qu'on a pu connaître au pied du pont de l'Île de Ré pendant le confinement, avec un fils qui voulait voir son papa mourant. Donc là encore, bon, mais on est passé de, voilà, on avance au doigt mouillé là-dessus, mais bon, on a un peu malheureusement l'habitude maintenant depuis le début de la crise du Covid-19. Question de Gaspard Gonzer. Est-ce que depuis le déconfinement, vous avez observé un surcroît d'actes de délinquance ou est-ce que on va dire, les voleurs et les bandits ont repris le chemin de la rue ou finalement ça a assez peu changé? Alors, ils ont repris le chemin de la rue. Oui, ça c'est
c'est pas aussi palpable qu'on craignait. Moi, j'ai d'autres éléments pour lesquels je suis beaucoup plus, je dirais, attentif. C'est ce qui risque malheureusement, ce que je crains qui se passe l'été prochain. L'été prochain, dans les cités difficiles, on le voit, on a la problématique des rodéos aujourd'hui, mais c'est pas nouveau non plus les rodéos. Mais malheureusement, l'été prochain, beaucoup de gens ne partiront pas des cités et le désœuvrement et l'absence de déplacement pour certains dans leur pays d'origine feront qu'on risque d'avoir des tensions. Et là encore, les policiers vont être, je dirais, mis à flux tendu pour gérer tout ça. Docteur Clerget, vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on parle des rodéos? On parle beaucoup du burn-out des soignants. Qu'est-ce qu'il en est de l'épuisement professionnel des forces de police après les grèves, après les gilets jaunes? Et là, tout ce qu'on leur demande sur ce contrôle et tout ce qui s'annonce pour cet été, est-ce que vous avez des retours sur un épuisement professionnel de nos forces de police? On a été reconfronté pendant le Covid-19 à, je dirais, une triste progression des suicides dans la police nationale. On a revu ressurgir le fléau des suicides. Sur la fatigue, bah oui, elle est palpable la fatigue, parce que vous savez, aujourd'hui, moi j'ai des collègues qui sont passés du mode dégradé au plein service, où c'est parfois difficile, même si globalement ça s'est à peu près bien passé le déconfinement dans la police nationale, mais où on a encore des endroits où c'est difficile à faire respecter la distanciation sanitaire. On a l'été qui se profile, où on ne sait pas du tout quelles seront nos possibilités de partir en vacances, et on a des régimes horaires qui aujourd'hui ne sont pas adaptés à l'attente. Donc il y a tout ça qui vient. Dans le burn-out, de la fatigue, on a commencé avec les attentats, on a eu ensuite les mouvements sociaux pour la loi El Khomri, ensuite on a eu le pire épisode jamais connu en mouvement social, à savoir les gilets jaunes, maintenant le Covid, et je crains les banlieues pour cet été, et je crains les mouvements sociaux qui, in fine, seront légitimes, mais ce n'est pas syndicaliste que je suis qui pourrait prétendre à dire le contraire, loin s'en faut, parce que quand on voit ce qui est annoncé chez Renault, entre autres, ben ça sera la police de la gérer. Et là encore, j'attendrai et je veillerai à ce que nous ayons des ordres, je dirais, faits avec discernement, parce que nous ne confondons jamais des manifestants qui viennent sauver leur outil, sauver leur gagne-pain avec des casseurs. Ce sont deux mondes séparés, et nous, on devra faire en sorte que l'expression de la colère sociale puisse légitimement, je dirais, se dérouler et se faire dans les rues de Paris sans être gangréné par des voyous. Yves Lefebvre, encore un mot du fléau des rodéos urbains. Hier à Strasbourg, il y a deux petites filles, deux sœurs de 10 et 11 ans qui ont été renversées par une motocross. Le conducteur a pris la fuite. Elles ont été transportées aux urgences. Elles sont contusionnées légèrement, mais néanmoins. Une vidéosurveillance est en cours d'exploitation. Ça arrive tous les jours, ce type d'accident avec des rodéos urbains. Expliquez-nous. Les accidents, non, fort heureusement. Les accidents, fort heureusement que non, parce que on frôle des drames quasi quotidiennement. Vous savez, c'est pas propre au déconfinement, ce ne fut pas propre non plus ni au confinement. Les rodéos sauvages, c'est malheureusement un drame. Et avec là encore aucun moyen réel, parce que, vous savez, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé à Argenteuil avec, dans la même configuration, le jeune qui se tue lors d'un rodéo. Et la première chose qui a été avancée par certains, dont un candidat, l'ancien maire d'Argenteuil est candidat pour reprendre la mairie d'Argenteuil, on ne sait pas quand, mais un de ces jours, et qui lui a de suite posé la question, mais qu'est-ce que faisait la voiture de la BAC à cet endroit-là? Donc le problème, c'est que les policiers aujourd'hui sont complètement démunis par rapport à ça. Pourquoi? Parce que mes collègues savent pertinemment qu'ils vont être systématiquement mis en accusation, et puis que quelque part aussi, on a des consignes qui peuvent parfois se comprendre, mais d'éviter ce qu'on appelle communément les chasses, les poursuites, les courses-poursuites derrière ces délinquants. Mais le drame qui s'est passé, enfin on a frôlé un drame, heureusement ces enfants, ces petites filles sont que très légèrement blessées, mais j'ose espérer qu'à travers le fait que nous ayons deux victimes, qui plus est des enfants, va enfin faire prendre conscience à une partie de la classe politique, mais aussi une partie de la population, une partie, pas pour ce qui vous concerne Laurence, mais une partie de certains médias qui ont tendance à accuser la police nationale à chaque fois. On est complètement démunis par rapport à ça, mais parce que ça s'inscrit dans la problématique de la gestion des banlieues. Les rodéos, oui, on les connaît dans les banlieues difficiles. Mais Yves, ça veut dire que vous avez la consigne de ne pas intervenir dans le cadre rodéo urbain, c'est ça que vous nous dites? On a surtout la consigne de ne pas entamer de chasse qui pourrait à la fois provoquer un accident de celui qui prend, celui ou ceux qui prennent la fuite. Et bien évidemment, nous aussi, on doit faire preuve de beaucoup de discernement pour pas que nous mettions nous-mêmes en danger et des tiers en danger. C'est ça aussi le danger. Donc vous voyez, c'est très très particulier. Il faudrait véritablement des
des plans, un cahier des charges bien défini, qu'on mette réellement les moyens en œuvre, en neutralisant des zones et en ayant aussi des sanctions véritablement bien sévères, bien marquées, pour que ceux, quand ils sont interpellés, parce que la loi prévoit effectivement maintenant des peines d'emprisonnement, mais vous savez, entre ce que prévoit la loi, Laurence, et ce qui en sort des tribunaux, il y a tout un monde, et malheureusement, la justice n'est pas assez dure en la matière. Il y a comme ça qu'on arrivera à faire comprendre aux gens, et il y a une prise de conscience aussi, parce que ce sont souvent des mineurs, de très jeunes mineurs, qui se trouvent à chevaucher ces engins, qui sont malheureusement des engins pouvant provoquer la mort. Et là aussi, il y a l'impérieuse nécessité de faire prendre conscience aux parents de tout ça. Il y a toute une évolution, une révolution à faire, une reconquête. C'est la reconquête des quartiers qu'il faut mettre en œuvre. Et au-delà des mots, avec des actes, parce que moi, ça fait maintenant 36 ans que je suis, 38 ans que je suis dans la police nationale. Je ne connais pas heureusement depuis 38 ans, parce que ce fléau date de ces 10-15 dernières années. Mais depuis autant d'années, j'ai entendu beaucoup de paroles, j'ai lu beaucoup d'écrits, mais je n'ai jamais connu d'actes réels pour reconquérir et remettre en place les lois de la République dans ces quartiers. Charlotte Dornelas, un petit mot. Non, mais ce qu'on entend là, c'est effectivement les policiers manifestent depuis de longues années. On a vu la question des suicides dont parlait Yves Lefebvre, qui est pas nouvelle et qui date pas effectivement de cette dernière crise. Mais pour les policiers, comme pour le reste de la société de manière générale, une crise, elle accentue à la fois ce qu'il peut y avoir de bon dans la société. On a vu des choses absolument formidables pendant ce confinement, et ce qu'il y a de pire. Et là, je pense qu'il y a deux sujets différents. Il y a à la fois les policiers dans cette séquence du confinement, la question effectivement des ordres et contre-ordres dont nous parle Yves Lefebvre et dont parlent tous les policiers sur le terrain au moment de verbaliser ou non. Personne ne savait en fait ce qu'il y avait à verbaliser réellement. Et il y a la question là dont il parle des quartiers difficiles, des banlieues, appelons-les comme on veut, qui est un problème qui précédait évidemment le confinement. Et peut-être ce qui a été dramatique, alors on a entendu parler de la réponse pénale, là il n'y en avait pas du tout. Donc déjà les policiers la critiquent souvent, notamment pour ces jeunes-là, où en fait quand il n'y a pas d'échelle des peines qui soient respectées, au bout d'un moment on peut tendre le bâton tant qu'on veut, plus personne n'y croit, donc c'est la catastrophe. Là, il n'y en avait pas du tout, puisque la justice était à l'arrêt, notamment pour ces choses-là. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement ces ordres politiques qui ont fuité et qui ont été connus très clairement, où on disait vous n'intervenez pas quand il y a des rassemblements trop gros, vous n'intervenez pas pendant les violences urbaines. Imaginez comment ça peut être reçu. Déjà que les policiers le disaient trop souvent, que c'était des ordres qui les recevaient un peu... Enfin, c'était un état d'esprit, on va dire. Là, c'est sorti très clairement, une ligne de laquelle on a assumé. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe à la fin? Au bout d'un moment, on dit, bon, bah, si, voilà, si... Docteur Clerget, ne peut pas faire son travail, les autres le font. Bien sûr. Oui, alors ce qui pourrait se passer, c'est que la population prenne ça en main. C'est-à-dire il s'agit quand même d'enfants qui ont été victimes. Ce serait bien que dans ces cités, puisque les gens n'hésitent pas à manifester quand il y a un accrochage avec un policier, et bien que les gens de cette cité, les parents, les pères, les mères sortent et manifestent contre ces rodéos. Je veux dire, si les politiques n'interviennent pas, si les policiers sont démunis, et bien que la population, dans ce type de cité dans lequel j'ai grandi, se mobilise et manifeste et fasse respecter la vie des citoyens et notamment des plus jeunes. Yves Lefebvre, on pourrait l'imaginer, ça? Oui, on devrait pouvoir. Moi, je l'imagine, effectivement, avec retisser un lien, parce que ne perdons pas de vue quand même, et c'est pas votre invité qui me dira le contraire, s'il est issu de ces quartiers, c'est qu'on a une immense majorité de gens qui respectent les lois de la République et qui respectent la police dans ces quartiers. C'est une minorité, mais c'est une minorité qu'on trouve de plus en plus jeune et qui sont les auteurs de ces fameux et tristes rodéos. Mais s'il y a une prise de conscience à tous les niveaux, avec une volonté politique de le faire, avec qu'on puisse retisser de véritables liens sociaux dans ces quartiers et qu'on ait en bout, maintenant qu'on n'est plus dans le confinement et qu'on aura peut-être enfin des réponses pénales, et bien à la fin qu'on puisse identifier ceux qui mettent le bazar, ceux qui risquent leur vie, qui risquent par le fait aussi la vie, et on l'a vu pour ces deux gamines à Strasbourg, et qu'on puisse travailler main dans la main par rapport à ça. La police, elle est républicaine. Je n'ai de cesse de le répéter. La police est immensément républicaine. La police n'est pas fasciste. La police n'est pas raciste. La police, elle est là pour faire appliquer les lois de la République, mais la police, elle en a marre de ne pas avoir d'ordre clair, précis. Elle en est marre de ne pas être protégée par sa justice, et on a besoin, nous, de reconquérir le terrain. Mais vous savez, Laurence, le politique, il vient à Beauvau, la plupart du temps, il ne connaît rien à la police. Je ne dirais pas ça pour Laurent Nunez, qui certes a sans doute eu des mots mal à propos et qui ont été repris par un journal, mais c'est le seul que je connaisse qui connaisse véritablement la police nationale. Les autres, ils viennent, ils passent, ils font faire autre chose après, hein, on verra pour ce qui viendra de Christophe Castaner, mais nous, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des gens qui nous comprennent et qui puissent nous écouter, à nous, flics. On a les moyens, on veut retisser ces liens. Moi, je suis persuadé que ce qu'on a connu avec Jean-Paul Chevènement, fin des années 90, ça serait très compliqué aujourd'hui à mettre en place,
mais c'est l'une des voies qu'il faut exploiter. C'est-à-dire il faut reprendre pied dans ces terrains, et pour ça, il faut s'en donner les moyens. Gérard Collomb a parlé des quartiers de reconquête républicaine, c'est resté une belle appellation, voilà, mais on n'a jamais eu les flics pour le faire. Donc il faut prioriser tout ça, il faudra sans doute y aller, je dirais, gagner mètre par mètre à un moment donné, et aussi mettre à mal tout ce qui est économie souterraine. Et ensuite, permettre à cette immense majorité de nos concitoyens de vivre sereinement et que les flics puissent rentrer autrement qu'avec des moyens de défense et autrement qu'en prenant des engins incendiaires sur la tête, des tirs de mortier en permanence et sinon des jets de cailloux, et qu'on puisse retrouver une situation normale. Mais ça, pour ça, il y a un mot essentiel, c'est courage. Et est-ce qu'un jour le politique aura le courage? Permettez-moi aujourd'hui de le craindre que non. Gaspard Ganzer. Non, mais je peux aller que dans le sens de ce qui vient d'être dit. Il faut revenir à la philosophie de la reconquête républicaine dans ces quartiers. Donc il faut donner des moyens matériels, humains, financiers à la police pour qu'elle ne vienne pas de façon exceptionnelle dans les quartiers, mais qu'elle y soit présente au quotidien, ce qui nécessite du courage politique et du soutien de tous les acteurs dans ces quartiers. Et comme ça a été dit aussi, la police ne pourra pas le faire seule. Elle a besoin d'une politique de la ville, d'une politique de rénovation urbaine, parce qu'il ne faut pas que ces territoires soient délaissés de la République. Ok, merci beaucoup Yves Lefebvre d'avoir pris un petit peu de temps pour nous parler. Bon courage sur le terrain à vous et à tous ceux qui travaillent dans la police. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.